Bonsoir à tous, j'espère que... Pas que je touche le micro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vous avez pu le voir avec le titre de ce live, et j'en parlais jeudi soir justement, après, je sais pas depuis quand on en parle, mais après des semaines, de nombreuses semaines de teasing, on se retrouve enfin pour ce premier live réseau. Un sujet qui semble... vous intéresser, et j'espère que ça vous intéressera le live réseau, parce que comme je disais sur Twitter, c'est un premier test de live où on va parler un petit peu de réseau, et si ça vous intéresse, si ça vous plaît, j'essaierai d'en refaire. Et comme je disais tout à l'heure, ce soir on va démarrer, on va se cantonner au très haut débit fixe, en France en plus, parce que si on commence à parler des technos qu'il y a dans d'autres pays, on n'est pas aidé, et quand je dis très haut débit fixe, je le précise déjà maintenant, parce que sinon, pareil, ça fera un live de 40 heures. On va parler du très haut débit fixe en mettant de côté la 4G fixe et la future 5G fixe. Quand je parle du très haut débit fixe, c'est comment aller de chez vous à Internet avec énormément de débit. Parce qu'on adore avoir du gros débit. Il y a un menu. Est-ce qu'il y a un menu? Mais il y a un menu, c'est incroyable. Merci PowerPoint. Le premier point qu'on va voir, c'est quelques petits rappels pour qu'on se comprenne. Et pour éviter les quiproquos, parce que en réseau, il est important de faire quelques rappels. Première techno, on va regarder un petit peu plus en détail, mais en vrai c'est du cuivre, donc on va vite s'en battre les couilles. Mais on va s'intéresser un petit peu au VDSL, Very High Speed Digital Subscriber Line. Le VDSL qui est en mode oh super, les gens avec du cuivre qui n'ont pas la fibre, ils vont pouvoir avoir du débit, du calme. Ensuite on va parler un petit peu du FTTB, FTTLA. Alors ça va être intéressant parce que ça va permettre de débunker certaines choses. On garde évidemment le meilleur pour la fin avec le FTTH, Fiber to the Home, le meilleur, le best. On pourrait en évoquer d'autres, mais de toute façon, dans le document source que vous pouvez faire avec la commande pour l'exclamation source, vous pouvez aller plus loin sur le sujet qu'il y a sur lafi.info. L'idée des petits rappels, en vrai, c'est surtout d'éviter de la confusion, parce qu'il y a souvent de la confusion, surtout sur la partie débit. Et du coup, le truc, c'est que quand on fait des speed tests, quand on fait des tests de débit, on doit parler de bits, de bytes, d'octets, de trucs, c'est le bordel. Enfin, ça peut paraître le bordel. Donc le premier truc que je voulais rappeler, pour qu'on se comprenne bien quand on parle de débit, il faut essayer de ne pas faire cette confusion entre les bits et les octets, puisque ça n'a absolument rien à voir. Le truc à retenir, c'est que un byte, le byte c'est le mot anglais, ça est égal à un octet. L'octet c'est vraiment quelque chose de français, donc vous retrouverez pas, si vous lisez de la doc en anglais, vous verrez jamais le mot octet, c'est vraiment quelque chose qui est propre au français. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un octet c'est égal à 8 bits. Après, tout ce qui est bit octet, qu'est-ce qu'est un bit très exactement, mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que le bit peut avoir la valeur 1 ou la valeur 0. On est dans un monde magique binaire dans le monde des PC. Donc on a deux valeurs possibles, et quand on transmet des données en binaire, c'est magique. Donc là aussi, ce que je voulais rappeler, c'est alors si vous avez parlé de la notation scientifique au lycée, ou je sais pas si c'est déjà évoqué au collège, je me souviens plus, mais vu que maintenant on a des gros volumes de bits et d'octets, on va utiliser la notation scientifique pour avoir des chiffres un peu plus lisibles. Et donc en fait le petit autre truc que je voulais préciser, c'est qu'il ne faut pas confondre avec les kibioctets. Kibioctets, en fait, c'est quelque chose qu'on va plus utiliser quand on va parler en stockage, avec une conversion, avec un rapport de 1 kibioctet égale 1024 bits, où on parle justement de débit. Tu demandais, sur les speed tests, c'est des bytes ou des bits. Alors, souvent, les systèmes de speed test, tu peux configurer l'affichage, mais généralement, quand on fait un test de débit, on aime bien avoir des gros chiffres. C'est mieux, on a l'impression que ça va plus vite. Donc du coup, généralement, quand on donne des débits, les opérateurs font ça, les speed tests le font, quand on va donner des débits pour avoir un gros chiffre, on affiche ça en bits. Là ici, je vous ai fait une conversion entre 100 mégabits par seconde vers des mégaoctets par seconde. Et comme on peut voir, le 100 mégabits par seconde est quand même beaucoup plus impactant que les mégaoctets par seconde. Les petites définitions que je voulais rappeler, ensuite, là c'est plus des définitions
qui sont utilisés par quand on va parler de type d'offre, et l'ARCEP l'évoque souvent, c'est pour ça que je voulais le rappeler, c'est qu'est-ce qu'on considère comme une connexion haut débit. Quand on parle de haut débit, en fait, alors ça peut paraître con, mais on est sur des débits qui vont être inférieurs à 30 mégabits par seconde. Mais nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le très haut débit. Et donc, comme je disais, le très haut débit, en fait, on peut considérer une techno ou une offre, on va plutôt parler d'offres commerciales, on va pouvoir parler d'offres très haut débit quand on a un débit supérieur à 30 mégabits par seconde. Le dernier point, petite définition que je voulais rappeler, parce qu'on parle de débit, tout ça c'est mignon, mais l'autre point où il y a énormément de quiproquos et de malentendus et d'incompréhension en fait, c'est sur le ping. Souvent les gens vont parler du ping sans forcément savoir ce que c'est, et en ayant un peu une incompréhension sur pourquoi est-ce qu'on va avoir beaucoup de ping, pourquoi est-ce qu'on va avoir peu de ping. Je rentrerai plus en détail quand on parlera des différentes technos, si jamais ça vous intéresse, mais ce qu'il faut retenir sur le ping, quand on parle d'un ping, on parle d'une durée, d'un temps. Généralement on le donne en millisecondes, donc on parle d'un temps en millisecondes nécessaire pour obtenir une réponse à un message qu'on envoie, et on parle bien du temps pour que le message y soit envoyé, et le temps pour qu'il revienne. Donc c'est un temps d'aller-retour, le ping. Quand on parle de ping, on parle d'un aller-retour. Par exemple, si avec l'invité de commande de Windows, vous faites un ping vers les serveurs de Google, votre PC il va envoyer une requête au serveur de Google et il va mesurer le temps qu'il met à obtenir une réponse. Et avec un peu de chance, ça met que quelques millisecondes pour avoir une réponse. Et évidemment, généralement, le but c'est d'avoir le ping le plus bas possible. On aime bien avoir des pings bas, mais il faut pas oublier que le ping ça dépend d'énormément de facteurs. Ça va dépendre de la technologie qu'on utilise justement pour se connecter à internet, et surtout, et là j'ai simplifié un petit peu, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la distance à parcourir par le message impacte le ping. Et on va parler de distance en termes de câble, quelle longueur de câble il y a, mais aussi la distance en termes d'équipement actif. Plus votre message va transiter par des équipements qui doivent traiter le message et effectuer des opérations sur les paquets qui transitent sur le réseau, ça va aussi augmenter la latence. La distance, ça va être un des gros facteurs d'ajout de ping. Si le serveur il est à 500 km de chez vous ou s'il est à 10 km, le ping va nécessairement être meilleur sur un serveur qui est proche. Mais comme je le mettais là dans la slide, la technologie que vous utilisez pour vous connecter à Internet, on verra après les différentes technos qui existent justement, mais en fonction de la techno que vous utilisez, la techno peut aussi ajouter une latence supplémentaire pour X ou Y raison sur lesquelles on reviendra. Le cuivre. Pourquoi je fais un rappel sur le cuivre? Parce que c'est un support. On parle de support, pour simplifier, c'est des câbles quoi. Physiquement, où est-ce qu'il va passer le signal? Le cuivre, en fait, c'est un support qu'on utilise encore énormément, parce que c'est pratique, le cuivre. Parce qu'en fait, le cuivre, magnifique phrase d'accroche, ça conduit bien à l'électricité. On fait passer des signaux, donc comme je disais quand on parlait des bits et des octets, on fait passer des 0 ou des 1 via un signal électrique sur un câble de cuivre, donc déplacement d'électrons, le feu. Et grâce à ça, on peut transmettre des données. Donc si on reprend des exemples plus anciens avec le télégraphe par exemple, c'est ça, à ce niveau-là, physiquement, le support, le câble de cuivre, ça n'a pas vraiment changé. Dans les exemples d'utilisation, le cuivre, c'est encore présent partout, c'est un très bon conducteur, comme disait Aslak. C'est pour ça qu'on l'a aussi beaucoup utilisé, le cuivre, parce que ça conduit bien l'électricité. C'est pas trop cher, même si j'ai pas l'évolution du cours du cuivre, mais il me semble que ça a pris un petit peu. Le signal, au final, dans du cuivre, ça se déplace gigavite. Donc en termes de latence, théoriquement, c'est pas un problème le cuivre. Le signal se propage pas lentement, il met pas beaucoup de temps à aller d'un point A à un point B. C'est d'autres choses qui vont poser problème, mais on y reviendra après. La fibre optique. La magie de la fibre optique, qui porte bien son nom, hein, optique. On est sur une question, on change complètement de support avec la fibre optique, puisque le principe c'est plus du tout d'utiliser un signal électrique, mais d'utiliser de la lumière. Le principe de base de la fibre optique, quelle invention magnifique, c'est qu'on utilise un signal lumineux, des photons, tout ça, dans une fibre en silicium. Si jamais vous ne saviez pas,
la magie du silicium à la rescousse, donc c'est pas du verre, c'est des cœurs en plastoc quoi, qui vont permettre du coup ce support-là, permettre du coup avec de la lumière de transmettre des données. Donc on peut avoir un système tout con comme par exemple les câbles audio optiques où c'est une LED rouge qui va juste clignoter. Et en fait, en clignotant, on envoie des 0 et des 1. Ça c'est un des principes de base tout con d'un bon exemple qu'on a d'utilisation de la fibre optique, par exemple. Donc la vitesse de propagation de la lumière dans de la fibre optique qu'on va retrouver dans les réseaux maintenant, c'est environ 200 000 km par seconde. Ça va mettre en comparaison en fait, avec la vitesse de propagation dont je parlais pour le cuivre. En fait, on est sur des valeurs similaires. Donc le signal, physiquement, ne se déplace pas plus vite dans la fibre optique. On a cette... Moi, avant de m'y intéresser, je m'imaginais tout le temps que le signal allait plus vite physiquement, que la lumière se propageait plus vite que le signal électrique. Mais en fait, non. Et c'est presque lent, en fait, comparé à la vitesse de la lumière dans le vide, puisque la vitesse de la lumière dans le vide, c'est de 199 000 km par seconde. Donc on est plutôt dans les 70%, 60-70% de la vitesse de la lumière dans de la fibre optique en silicium. Donc en fait c'est même pas si rapide que ça. Donc c'est pas là où on va gagner quelque chose en termes de ping. On verra après où est-ce qu'on va gagner. Et oui, et bonne remarque Sao, en fonction du type de fibre optique, monomode, multimode, tout ce qui est vitesse de propagation ça peut changer. Là il me semble que c'était pour du multimode cette valeur que j'avais trouvée. Les premiers endroits où on a vu de la fibre optique, c'est pour les réseaux opérateurs nationaux et internationaux, opérateurs ou gouvernementaux ou tout ce que vous voulez, mais c'est dans les réseaux à grande échelle en fait. Parce que une des problématiques du cuivre, c'était le maintien du signal sur la longue distance. C'est là où on a commencé en premier à avoir de la fibre optique, parce que aussi une question de coût, c'était aussi très cher, donc mettre ça partout, c'était un peu plus compliqué. Mais maintenant, grâce à la magie de la démocratisation de la fibre optique, on a aussi évidemment de la fibre pour les particuliers. Mais on va parler du cuivre de nouveau, parce qu'on va commencer à s'intéresser à la première techno que je voulais évoquer ce soir, qui permet théoriquement de faire du très haut débit, donc comme je disais, des débits supérieurs à 30 mégabits par seconde en descendant, en dopant un petit peu le cuivre. La problématique, c'est qu'il y a beaucoup de si. L'intérêt du VDSL2, c'était de se baser sur un réseau qui était déjà existant, sans surcoût, un réseau qui était utilisé aussi par la DSL2+, et la DSL2, et le DSL de manière générale, et qui est le réseau téléphonique cuivre historique. On appelle ça le réseau cuivre, le réseau téléphonique cuivre historique, qui avait été déployé à la base pour foutre le téléphone chez les gens avec des lignes téléphoniques analogiques. L'intérêt de ce réseau téléphonique, c'est qu'il est existant. Et au début, pour proposer de l'internet aux particuliers, on s'est basé sur un réseau téléphonique existant quasiment partout. Et en fait, c'était le principe du DSL, de manière générale, c'est d'utiliser ce réseau existant pour faire passer des données binaires, des 0 et des 1, pour avoir Internet. C'est un truc qu'il faut retenir avec le VDSL, c'est que ça utilise donc du cuivre en se basant donc sur le réseau téléphonique. Et c'est, comme je disais, le successeur de la DSL2+, qui ne permet pas de faire du très haut débit. C'est pour ça qu'on n'en parle pas en détail ce soir de la DSL2+. Donc on va faire des petits schémas pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a entre Internet. Comme je disais en intro, on va schématiser ça par une bulle, on va pas rentrer dans le détail, mais Internet, le réseau Internet mondial de manière générale, qu'est-ce qu'il y a entre Internet et chez vous ? Déjà, on démarre avec le lien qu'il y a entre le central téléphonique, d'où partent toutes les lignes cuivre qui vont chez les gens. Lui en fait, le central téléphonique, il faut évidemment qu'il soit raccordé à Internet, et donc là, évidemment maintenant, c'est de la fibre optique. Donc les équipements qu'il y a dans le central téléphonique vont être accordés avec plus ou moins de débit au réseau Internet. Ça va dépendre de comment l'opérateur dimensionne le bordel, mais vu que les gens en finalité n'ont pas des connexions Internet de gros bâtards, il n'y a pas besoin d'avoir des liens fous ici. On a un beau central téléphonique tout frais, tout beau qui est installé. Et après, il faut encore aller chez les clients. Et là où il commence à y avoir de la problématique, c'est que pour aller vers ces clients, comme je disais, on a des câbles en cuivre. On a plus exactement une paire de câbles de cuivre par client. La téléphonie, historiquement, avait aussi besoin de ces deux paires. Et pour le DSL, on a aussi besoin de ces deux paires. Donc on va avoir les deux paires de cuivre, la paire de cuivre, pardon, c'est une paire de cuivre, de câbles, qui vont aller jusqu'au client. Et en fait, la grosse problématique du cuivre,
Je passais assez rapidement dessus avant, mais la grosse problématique du cuivre, c'est que le signal peut fortement se détériorer en fonction de la longueur de câble qu'on a. Surtout, et tu fais bien de le rappeler, PingX dans le chat d'ailleurs, surtout en fonction de la fréquence du signal qu'on envoie dessus. Plus la fréquence est élevée, plus ça va être la merde sur la distance. Donc en fait, le gros problème du VDSL2, c'est que plus vous êtes loin physiquement du central téléphonique, plus le câble est long, plus le débit va se dégrader. Le débit va se dégrader en fait parce que le signal reçu va être moins bon. Et en fait, quand vous allez, ce qui va se passer quand vous allez allumer votre box, c'est qu'elle va en fait blablater avec les équipements qu'il y a dans le central téléphonique et elle va faire une négociation. Et en fonction de la qualité du signal, il va pouvoir avoir un débit il va pouvoir négocier un débit plus ou moins élevé. Et en gros, le VDSL2, si on est proche du central téléphonique, l'idéal étant d'être à moins de 500 mètres, on va pouvoir commencer à taper au max en France du 100 mégabits par seconde. Théoriquement, le VDSL2, on peut monter plus haut. Je crois que je l'ai mis dans les sources, hein, mais sur l'article Wikipédia, il y a un tableau qui donne plus de détails, mais toutes les fréquences n'ont pas été autorisées par l'ARCEP. Bref, donc tout ça pour dire que théoriquement, la techno permet de monter plus haut. Mais en France, le max du max en VDSL2, et encore je pense qu'il faut que la Lune soit alignée avec Mars et qu'il y ait les constellations au bon endroit, et que le câble cuivre soit vraiment au top pour avoir vraiment du 100 mégas. Mais comme je disais, on peut, quand tout va bien, avec le VDSL, avoir du très haut débit. On peut avoir 30, 40, 50 mégas. Il y a des gens qui sont proches du central téléphonique et qui sont pas prêts de voir la fibre, que ça sauve en fait. Parce que ça permet d'avoir des débits un peu plus agréables dans la vie de tous les jours. Entre le central téléphonique et les habitations, c'est vrai qu'on est vite dans le kilomètre de câble cuivre. Et comme je disais, pour le VDSL, pour commencer à taper des débits qui sont entre 30 et 100 mégas, il faut être à moins d'1 kilomètre. Et donc c'est un peu la problématique du VDSL2, c'est que si vous êtes trop loin, bah ça sert à rien. Et généralement, les box vont repasser en ADSL de plus, puisque les débits vont être similaires, voire meilleurs en ADSL de plus que en VDSL2 quand on va commencer à dépasser le kilomètre. Effectivement, c'est une bonne remarque, Peter Pan, qui parlait du diamètre des câbles. Et effectivement, je voulais aussi vous montrer l'exemple qu'on va avoir en VDSL sur des lignes cuivre, où en fait, il peut y avoir plusieurs types de câbles cuivre entre vous et le central téléphonique. Alors c'est ce que j'ai essayé de schématiser avec ce trait qui est censé être plus gros. En fait, en fonction de la ligne téléphonique que vous avez, il est possible que le diamètre des paires de cuivre soit plus ou moins important. Et en fait, si vous êtes très proche, mais avec un diamètre très fin, ça va potentiellement y avoir une atténuation assez élevée au final. Donc, dans le cas idéal, c'est d'être proche avec des câbles de cuivre plutôt gros. Mais là, ce que je voulais aussi vous montrer avec ce schéma, c'est l'autre petite problématique qu'on peut avoir. C'est que souvent, sur les lignes cuivre, il va y avoir ce qu'on appelle un sous-répartiteur. Donc, ça va être généralement une armoire de rue. J'ai pas souvenir d'en avoir vu désenterré. Mais généralement c'est des armoires de rue, je vous montrerai une photo après. Et ces sous-répartiteurs qu'il va y avoir dans la rue, le but à la base c'est de pouvoir sortir des paires de cuivre d'un câble et d'aller répartir ça chez les différents clients. Et en fait la problématique des sous-répartiteurs, et c'est pour ça que je parlais d'atténuation, c'est que ça peut aussi potentiellement dégrader la qualité du signal. Donc l'idéal c'est pour avoir le meilleur débit en VDSL2, c'est d'avoir une ligne courte avec des câbles plutôt élevés, et si possible sans sous-répartiteur qui peut rajouter de l'atténuation sur le signal et qui peut rajouter des perturbations sur le signal que vous recevez. Donc, petit instant photo. Là, ce que je voulais vous montrer, la plupart des photos, c'est tiré de la fibre.info, en libre de droit. Vous pouvez, il y a le thread complet si vous voulez avoir. C'est la visite du réseau. Il y a un excellent post sur la visite du réseau Orange du central jusqu'à l'abonné, qui est vraiment super bien foutu. Donc la plupart des photos sont tirées de là. Donc ça va permettre de voir un petit peu ce qui se passe en coulisses. Le premier truc plutôt important au central téléphonique, c'est le début de la ligne cuivre, c'est le DSLAM.
Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Multiplexeur d'accès à la ligne d'abonnés numériques. Un superbe nom, le DSLAM, qui du coup génère et reçoit le signal des box. Donc ça ressemble à ça. Les DSLAM, là je crois que c'est du Alcatel, si je raconte pas de conneries. Alcatel ou... Ouais. Je me souviens plus. Ceux-là, en tout cas ceux d'avant, c'est du Alcatel 100%. Et donc après, on voit effectivement ici, il y a plus ou moins de cartes qui peuvent être installées. Et on a les câbles de cuivre qui arrivent avec des connecteurs directement au bordel. Donc plus il y a d'abonnés, évidemment, plus il faudra de cartes, plus il faudra de câbles, plus il faudra d'armoires comme celle-ci. Donc ça, l'autre point très important d'une ligne cuivre, c'est le répartiteur principal. On a parlé du sous-répartiteur avant, mais avant de potentiel sous-répartiteur et avant d'arriver chez vous, il y a aussi le répartiteur général. C'est ce qui va permettre de répartir les câbles qui arrivent de la rue vers le DSLAM qui va bien. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que quand vous êtes en ADSL, en VDSL, ce que vous voulez, sur du cuivre, vous pouvez choisir chez quel opérateur vous allez. Et en fait, pour vous raccorder au DSLAM de l'opérateur qui va bien, ou alors vous foutre sur de l'équipement téléphonique analogique, si jamais vraiment vous avez une ligne téléphonique analogique, mais plus personne n'a ça maintenant, j'espère. Enfin, il y en a peut-être encore, mais au secours. Il faut aller au niveau du répartiteur général, le répartiteur cuivre, pour tirer des petites jarretières de qualité, donc des petites paires de câbles cuivre, de ces petites réglettes. Alors, j'ai fait des zooms normalement. De ces petites réglettes qui viennent de la rue, où il y a votre câble qui vient de la rue, jusqu'aux petites réglettes qui va au DSLAM qui va bien. Donc en fait, quand on se rapproche un peu de ces petites réglettes magiques, on voit le bordel que c'est. Mais en vrai, c'est organisé. Mais c'est un bordel parce que il faut une paire de câbles par client. Donc forcément, c'est un énorme foutoir. Et en fait, ça ressemble à ça. Et les câbles de cuivre, en fait, ils sont enroulés ici autour d'un petit picot en métal. Et donc c'est pour ça que les délais de mise en service des lignes cuivre sont aussi longs. C'est parce que au niveau du central téléphonique, il y a physiquement quelqu'un qui va devoir tirer une jarretière, un câble de cuivre, enfin une paire de câbles de cuivre entre les réglettes et c'est pour ça que la mise en service est au final assez longue. Donc on continue le petit chemin de la ligne cuivre. Je vous parlais avant du sous-répartiteur, qui permet de sortir les câbles d'un câble plus gros pour les répartir vers d'autres logements. C'est toujours de la répartition de paires de câbles. Un sous-répartiteur, ça ressemble à ça. Et à l'intérieur, comme c'est beau, non c'est immonde. Là on voit le même principe qu'il y avait dans le répartiteur principal du cuivre, mais en version petite pour mettre dans la rue. Donc on a au secours, on a les câbles qui arrivent ici. Après là je sais pas lesquels c'est probablement ceux-ci. Hein, encore que oui. Après il y a les câbles qui ressortent vers les clients, et donc ça permet de faire de la répartition. Donc je sais pas, on va avoir un câble de 900 paires qui va arriver, et on va pouvoir le répartir en plusieurs câbles de 100 paires de cuivre par exemple, pour aller dans les différents quartiers. Donc ça c'est les sous-répartiteurs, et généralement il y a beaucoup de lignes qui sont comme ça, avec un sous-répartiteur. Pour vous donner un ordre d'idée, et on va comparer ça tout à l'heure avec la fibre, ça c'est un câble de cuivre pour 900 clients, merci la fibre pour info. 900 clients sur un truc qui fait ça, c'est de la merde, hein, on va pas se mentir. Et donc c'est pas terrible. Le VDSL2, côté client, les prises téléphoniques en T ou gigogne, appelez ça comme vous voulez, mais trucs dégueulasses. Mais maintenant on peut aussi avoir du RJ11. Si vous pouvez remplacer votre prise téléphonique par du RJ11, si vraiment vous n'avez pas le choix, c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est pas beaucoup plus pratique, mais c'est plus joli. Et c'est plus fiable comme connexion. Voilà. Les avantages et les inconvénients du VDSL2. Bizarrement, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va surtout y avoir des inconvénients. Donc l'avantage du réseau VDSL2, j'en parlais avant, c'est le fait que le réseau soit déjà existant et que quasiment tous les logements ont du cuivre qui arrive. Mais voilà, l'intérêt c'est la couverture, le réseau déjà existant et les équipements actifs peut coûter, même si, à vrai dire, le prix de la fibre, le prix des équipements fibre, ça a aussi grandement baissé. Les grosses problématiques qu'il y a sur le VDSL et le cuivre de manière générale pour avoir internet chez soi, c'est vraiment les pertes. Il y a plus d'inconvénients, il y a vraiment beaucoup d'inconvénients, et les pertes importantes sur la longue distance en sont vraiment un. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des débits vraiment à chier si on n'est pas collé aux centrales téléphoniques. Avec les fameux débits qu'on retrouve avec la DSL2+, où on est plutôt dans les 10, 15, 20 mégas à tout péter, quoi. C'est très sensible aux perturbations, comme on en a parlé tout à l'heure. Il y a la latence liée à la correction d'erreurs,
qu'on a évoqué, qui pour la plupart des usages on s'en fiche, mais c'est vrai que quand on va commencer à faire du jeu, d'être dans les 30, 40, 50 ms, ça peut commencer à être un peu gênant. Et l'autre gros problème du réseau cuivre et du réseau téléphonique historique, c'est qu'il est vieux, souvent, et que Orange galère un peu à l'entretenir. Là, ils sont en train de se faire un peu défoncer par l'ARCEP, il me semble d'ailleurs. Alors, on va faire c'est vrai qu'on commence à arriver à la fibre. On va s'intéresser un petit peu au FTTLA, Fiber to the Last Amplifier. Donc la question c'est, est-ce que c'est vraiment de la fibre au final ? C'est la bonne question. En fait, non, pas vraiment, parce que y a de la fibre, mais le principe du FTTLA, c'est que la fibre va jusqu'au dernier amplificateur. Et ensuite, c'est du cuivre. Alors, je vais surtout parler du FTTLA parce que c'est la principale techno en mix fibre-cuivre qu'on va trouver en France via SFR. Mais il existe aussi le Fiber to the Neighborhood, fibre jusqu'au quartier, voisinage. Ça existe historiquement, par exemple, numéricable. Le FTTN, c'était quand vous aviez du 30 mégas ou du 100 mégas. Voilà. Mais là, on va plus parler du FTTLA. Pourquoi ? Parce que je trouve le FTTLA plus intéressant, puisque c'est quelque chose maintenant qui est généralement en 1 gigabit par seconde. Le FTTB aussi, fibre jusqu'au bâtiment pied d'immeuble. Ça, c'est quelque chose qui peut exister aussi, où en fait la fibre va vraiment desservir juste le bâtiment. Ce qu'il faut bien retenir avec le FTTLA, FTTN, FTTB, c'est que la fibre ne va pas jusqu'à l'abonné. On a en fait de la fibre optique qui se rapproche plus ou moins de l'abonné, et ensuite on convertit ce signal optique en signal électrique pour faire ce passage optique électrique en petit schéma pour le FTTLA. Donc on a comme avant déjà un lien en fibre optique évidemment entre internet, et cette fois-ci on va plutôt parler de tête de réseau. Là ça va être de l'équipement qui va être chez l'opérateur, donc maintenant on va parler d'SFR en France, ça va être chez SFR où il va y avoir une tête de réseau, donc ça va être l'équipement actif, qui va, comme je disais, faire partir en fibre optique les données jusqu'à une armoire de cellules qui peut être enterrés ou en rue, ceux dans la rue. Donc les photos que je vais vous montrer après, c'est dans la rue. Et donc là, en fait, le lien entre la tête de réseau et l'armoire de cellules, comme je disais, on est encore en fibre optique, puisque jusqu'au dernier amplificateur, on est en fibre optique. Mais là, ce qu'il est important de remarquer, c'est que le lien qu'on va avoir entre l'armoire de cellules et la tête de réseau, sur une fibre optique, on va avoir environ 3,2 gigabits par seconde. Sur ces 3,2 gigabits par seconde, il y a 2 gigabits qui sont dédiés à la télé. Puisque un des intérêts du coaxial, c'est d'avoir un flux dédié pour la télé qui n'est pas dépendant d'Internet. Donc en fait, au final, il va nous rester 1,2 gigabits par seconde pour Internet sur une fibre optique. Et après, de cette fibre optique, on va arriver donc à l'armoire de cellules. Et à cette armoire de cellules, on va repartir en coaxial vers les différents clients. Et donc là, ce qu'il est important de noter, c'est que sur une fibre qui va avoir 1,2 gigabit par seconde, on va avoir plusieurs clients qui vont se partager en fait ce débit d'1,2 gigabit par seconde. Donc plus il y a de monde dans une zone et plus il y a de monde sur cette fibre d'1,2 gigabit par seconde, plus il peut y avoir des risques de saturation. C'est un des premiers petits inconvénients de cette techno-là. Mais on a un flux dédié pour la télé. Donc du coup, tu peux avoir plein de monde qui regarde la télé avec de la bonne qualité d'image bien sévère, avec des gros bouquets de chaînes, et ça va jamais poser problème. C'est vraiment quelque chose qui est top pour la télé. Le petit problème avec ce passage fibre optique vers coaxial, c'est qu'on passe d'un signal lumineux à un signal électrique, et donc dans cette armoire de cellules, on doit avoir une arrivée électrique pour faire cette conversion optique vers coaxial. Donc ça c'est un peu un inconvénient aussi parce que il faut une arrivée électrique, ça demande un peu plus d'infra, un peu plus de réseau, mais c'est aussi un risque de panne supplémentaire qu'on a moins quand c'est de l'équipement passif qui n'a pas besoin d'électricité. Donc là ici je parle du FTTLA ou sur des infras un peu plus récentes où SFR utilise la norme DOCSIS 3. Donc c'est ce dont tu parlais justement d'Appingx, où du coup l'équipement côté tête de réseau et l'équipement côté client utilisent le standard DOCSIS 3. Maintenant SFR c'est généralement du DOCSIS 3 et cette révision permet d'avoir 1 gigabit par seconde. Mais après évidemment, en DOCSIS 3 1 gigabit par seconde, on a quand même tous les clients d'une poche qui vont se partager 1,2 gigabit par seconde. Donc voilà pour le FTTLA. Alors là je suis désolé pour l'équipement côté opérateur.
J'ai pas eu le temps de trouver une photo de matériel un peu plus récent. Donc ça c'est un CMTS, Cable Modem Termination System. Donc ça c'est côté opérateur, l'équivalent du DSLAM qui va envoyer donc sur de la fibre optique à ce niveau-là du bon gros bordel. Alors, dans la rue, le FTTLA, j'en parlais avant de l'armoire de cellules. Donc là on voit un peu mieux à quoi ça ressemble côté rue. Donc comme je le rappelais avant, l'armoire de cellules, en fait l'intérêt c'est de convertir ce fameux signal lumineux en signal électrique pour du coaxial. Donc là ici je vous ai entouré, on voit l'arrivée de la fibre optique qui va vers l'équipement là où il y a écrit Céleste. Donc ça va être l'équipement actif qui va faire qui va générer le signal sur les câbles coaxiaux. Donc là je sais pas pourquoi j'ai mis un par client, au secours, c'est un par poche en fait. Donc en fait généralement si on est dans le cas d'un immeuble, si c'est du FTTB, on va avoir une fibre pour l'immeuble et ensuite du coup on va avoir un câble coaxial qui va être subdivisé pour avoir une prise coaxiale par client. Mais généralement, c'est plutôt du FTTLA où du coup on va avoir plusieurs immeubles, plusieurs maisons sur une fibre optique avec donc du débit partagé. Côté client, la prise peut avoir plusieurs formes. Généralement, elles vont être badgées comme celle-ci TV parce qu'effectivement à la base c'était aussi utilisé principalement pour passer de la télé, puisque c'est vraiment un réseau aussi le coaxial qui a été déployé un peu pour ça. Comme je disais avant, on peut faire passer internet et télé, c'est des flux séparés sur du coaxial, et du coup on peut utiliser la même prise pour avoir soit de la télé, soit de l'internet, ou les deux. Ça c'est possible aussi avec un dédoubleur, on peut avoir les deux. Et donc ça permet de brancher une box ou un décodeur télé. Donc par rapport à tout ce qui est fibre avec terminaison coaxiale, donc LA, BN et ceux que j'ai pas évoqués, quand même des avantages. Et je le disais justement à l'instant, c'est les débits élevés. Il y a des zones encore malheureusement où c'est du 30 mégas, 100 mégas, mais on a de plus en plus, surtout dans les grandes villes, du 1 gigabit par seconde avec les offres commerciales d'SFR. L'intérêt du FTTLA, c'est aussi le flux TV dédié. Alors, bon, moi ce serait pas un point positif, mais d'un point de vue techno, c'est quand même un point positif d'avoir un flux TV dédié. Un des potentiels points positifs du coaxial, c'est que, en théorie, on peut avoir du 10 gigabits par seconde, mais j'ai rien. Il semble pas SFR, vu qu'ils sont plus focus maintenant sur le FTTH, donc avec de la fibre jusqu'à l'abonné. Je pense pas qu'on verra du DOCSIS plus récent sur le cuivre. Donc oui, point négatif, il y en a quand même. C'est le réseau de qualité variable, puisque SFR a fait pas mal de rachats. Ils ont racheté Numérical, ils ont racheté S-Video, des opérateurs coaxiales locaux. Enfin bref, c'est un réseau qui a été déployé par plusieurs acteurs. La qualité est variable, il y a des villes c'est bien. Là moi j'avais testé sur Paris, en vrai j'étais en coaxial pendant quasiment 3 ans, c'était nickel. Il y a des fois des réseaux de collectivités locales qui peuvent être sympas, une pensée pour Pingex. Mais il y a des zones où c'est de la merde. L'équipement actif sur le réseau, donc ça je faisais référence aux armoires de rue où il va y avoir de l'arrivée électrique et de l'équipement actif qui doit faire une conversion optique électrique. Ça c'est un risque de panne supplémentaire. L'inconvénient dont je parlais aussi avant, vu que c'est un système où tu as une fibre pour plusieurs clients avec un système de poche, et le risque de saturation. Surtout en mode une fibre pour un quartier ou un voisinage. Si tout le monde commence à tirer en même temps sur le flux internet, ton débit diminue parce que c'est un débit qui est partagé. C'est un peu moins un point négatif, mais c'en est quand même un, c'est la partie latence. On peut avoir des meilleures latences en ADSL et en VDSL avec le FTTLA, mais ça reste en retrait par rapport au FTTH. Il était temps qu'on y arrive, ça aura mis plus de temps que ce que je pensais. Le FTTH, Fiber to the Home, fibre jusqu'au domicile. Et là, c'est ce qu'on peut appeler de la vraie fibre. C'est ce que les opérateurs aiment bien, c'est Orange, je crois qu'il a fait de la com là-dessus. Appeler ça de la vraie fibre. Moi aussi, j'aime bien appeler ça de la vraie fibre, puisque on a majoritairement de la fibre. C'est pas un 50-50 truc, non. C'est pas genre oui, de la fibre, puis à la fin, bon, de la merde. Non, FTTH, c'est vraiment de la fibre optique jusqu'à l'abonné. On convertit le signal optique en signal électrique au dernier moment. Ce qui fait qu'on n'a plus toute cette merde de problématique liée au cuivre, puisque la partie en cuivre va au final être extrêmement courte à la fin. Donc pas de problème de goulot d'étranglement à cause du cuivre. Petit schéma du coup pour le FTTH. Dernier schéma de la soirée, il me semble. Donc le FTTH, on a toujours le même délire de fibre optique entre Internet et cette fois-ci le NRO. Là, on parlait du NRA, de nos raccordements abonnés, pour la DSL et le VDSL. Là, on va plutôt parler de nos raccordements optiques quand on parle de la fibre. Au niveau de la collecte, là où ça peut changer, où ça change beaucoup en fait par rapport aux autres technos, c'est qu'on va généralement avoir des collectes de gros bâtards au niveau des NRO.
Pourquoi? Parce que on va pouvoir faire des offres commerciales avec des gros débits vers les clients. Et si la collecte entre Internet et ton central, ton raccordement optique, si c'est la collecte fait goulot d'étranglement, c'est vraiment pas bon signe. Du coup, généralement, on va avoir des grosses collectes à 100 gigabits par seconde. Ça va dépendre des offres commerciales, mais on peut aussi avoir des collectes avec un peu moins de débit, avec quelques liens 10 gigabits par seconde. Après, vraiment, ça dépend de ce que fait l'opérateur. Enfin, d'ailleurs, maintenant, on va avoir un peu plus de fibre optique, puisque quand on part du NRO, la petite fibre optique généralement enterrée, mais on peut avoir de l'aérien hein, comme pour le cuivre et le coaxial. Mais donc on va avoir de la fibre optique toujours jusqu'à un point de mutualisation. C'est très important les points de mutualisation. De la même façon que pour le cuivre, en fait, quand on va déployer de la fibre optique, le but c'est que on ait un choix au niveau des opérateurs qu'on a. Donc il va y avoir des points de mutualisation. Le point de mutualisation, il peut être dans la rue, ça peut être un point de mutualisation de rue ou un point de mutualisation de zone. Et un des gros intérêts en fait qu'il y a avec le FTTH, mais qu'on avait aussi avec le cuivre, c'est ce côté où on a du choix au niveau des opérateurs. Et en fait, ça a mis un peu de temps d'ailleurs à ce qu'il y ait un cadre réglementaire sur comment les points de mutualisation devaient être foutus. Mais maintenant, je crois que c'était depuis 2012, il me semble que ça a été bien recadré par l'ARCEP. En fait, la réglementation sur les points de mutualisation, elle est vraiment carrée. Et du coup, ça évite qu'il y ait des galères de déploiement parce qu'un opérateur fait un truc et l'autre quelque chose de complètement différent. Dans les zones très denses, comme Paris par exemple, on a généralement des points de mutualisation qui vont être dans l'immeuble. Donc en fait, il y a un opérateur qui va installer la fibre dans l'immeuble, et après c'est les autres opérateurs qui vont arriver au pied de l'immeuble et qui vont se foutre sur ce point de mutualisation. Entre le NRO et le point de mutualisation, on va retrouver des similarités en fait avec le coaxial, c'est-à-dire qu'on va avoir une fibre qui va pouvoir desservir un groupe de clients. Alors on va plutôt parler d'arbres plutôt que de poches en fibre en FTTH. Et généralement la règle c'est qu'on va avoir une fibre pour 64 clients. Et en fait le principe du FTTH que font la plupart des opérateurs, on va mettre de côté ce qu'a fait Free au début parce que c'était un foutoir, mais la plupart des opérateurs en fait maintenant ce qu'ils font, et je vais y revenir juste après, c'est du PON, donc du Passive Optical Network. Et en fait il y a une fibre qui part du NRO pour potentiellement 64 clients, donc un arbre, une fibre pour 64 clients, et après en fait on va subdiviser cette fibre en plusieurs fibres pour aller vers les clients finaux. Donc là dans le cas d'un immeuble, on va avoir l'opérateur, il va faire venir sa fibre au niveau du point de mutualisation qui est dans l'immeuble, et ensuite on va avoir les fibres qui vont monter dans les différents logements, donc c'est la partie verticale, et on va pouvoir raccorder les différents clients à la fibre dans les différents logements. Donc c'est comme je disais, on va définir il y a un opérateur d'immeuble qui va faire en fait toute cette zone là, qui va foutre le point de mutualisation et aller jusqu'au client, faire toute la partie verticale. Donc là vous allez avoir un opérateur d'immeuble qui va s'en charger. Orange le fait beaucoup d'être opérateur d'immeuble, mais ça peut être SFR, ça peut être Free. Donc c'est l'opérateur d'immeuble qui va signer en fait avec le syndic de l'immeuble et qui va faire le déploiement vertical. Donc il va y avoir des boîtes. Enfin là, on en reparlera peut-être dans un autre live plus détaillé sur le FTTH, mais il y a des boîtiers de paliers, il y a les fibres qui descendent au sous-sol au point de mutualisation et ça tabasse quoi. Et ça tabasse. On a du débit. Ouais, ça ressemble à un schéma, vous avez compris. Est-ce que j'ai rajouté? Oui, on peut avoir des cas où il y a des maisons aussi. Et là, on va généralement plutôt avoir des points de mutualisation de rue ou des points de mutualisation de zone qui, du coup, eux, vont plutôt reprendre la forme en fait des armoires de rue. Et après, on peut faire de l'aérien ou du souterrain vers les logements. Je voulais juste faire un petit point sur le PON. C'est quelque chose d'important à comprendre avec la fibre optique qui est déployée maintenant par les opérateurs. Je mets de côté le point à point de Free. C'est qu'on se base sur un concept de PON. Passive Optical Network. Donc on est sur un réseau optique passif qui permet de ne pas déployer une fibre optique par client de bout en bout comme c'est le cas avec le cuivre ou avec le pair à pair de Free. En fait on peut faire partir une fibre du nœud de raccordement optique et ensuite cette fibre avec des coupleurs passifs. Donc il n'y a pas d'équipement actif dans la rue, il n'y a pas besoin d'un convertisseur optique cuivre comme en coaxial. On peut, avec ces coupleurs, diviser ce signal lumineux qui vient du NRO sur deux fibres avec assez peu de pertes, en vrai c'est ok. Donc on va diviser cette fibre à différents endroits pour ensuite arriver jusqu'au client.
L'intérêt avec ce système-là, c'est qu'une fibre qui va partir du nœud de raccordement optique, on va pouvoir sur l'arbre qui va être derrière cette fibre, avoir au maximum 64 clients. Généralement, ces arbres ne sont pas remplis, mais c'est une possibilité. Donc là, c'est un schéma technique d'Orange que vous avez sur leur ingénierie V2 en FTTH. Donc oui, pour finir avec le pont, je vais dire PON, c'est un peu plus correct, le Passive Optical Network. Donc pour terminer, ce qu'il faut retenir, c'est que l'avantage, c'est qu'on peut avoir une fibre pour une multitude de clients. Au niveau de la partie déploiement, c'est beaucoup plus pratique et le risque de saturation est extrêmement faible. Cette topologie qu'on appelle en arbre est extrêmement pratique et elle est utilisée par tous les opérateurs maintenant. Et ça permet de réduire les coûts et tout en restant évolutif. Alors, on va refaire un petit tour de diaporama photo parce que c'est intéressant pour voir un petit peu à quoi ça ressemble en pratique ce bordel. Donc côté NRO, nœud de raccordement optique, on va avoir un OLT, Optical Line Termination, qui va générer et recevoir le signal des box clients. C'est comme en FTTLA, comme en VDSL, on a le même principe, il y a toujours un équipement en tête de réseau qui génère et qui reçoit le signal, plutôt classique. Et donc là, en fait, on voit les arbres qui partent. Donc là, ici, sur chaque fibre qui part à ce niveau-là, sur chacune de ces fibres-là, on va potentiellement pouvoir avoir 64 clients. Alors l'arbre peut être plus ou moins rempli, mais potentiellement on peut avoir 64 clients. Ici on a une collecte 1 giga pour plein d'arbres, donc c'est des vieux OLT. La visite, je crois qu'elle date de 2014 ou 2015, c'est très vieux. Hein. Ça, il n'y a plus du tout ces équipements-là chez Orange maintenant. Parce que c'était à l'époque des offres 100 mégas. Donc forcément, tu peux mettre plein de clients sur une collecte 1 giga, t'as pas de risque de saturation. Maintenant, c'est plus du tout le même genre de collecte. Donc oui, on arrive justement à la rue, un petit peu la rue. Qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Donc généralement, là, c'est une photo d'un câble 288 fibres qu'on peut faire passer dans les rues. Étant donné que sur une fibre, on peut potentiellement avoir 64 clients, c'est beaucoup plus petit que le câble cuivre dégueulasse que je vous ai montré tout à l'heure, puisque là on peut potentiellement avoir 18 000 clients juste sur ce petit diamètre. Ça doit faire ça quoi, 18 000 clients. C'est ça la magie de la fibre, ça prend tellement moins de place. Et donc là ici on a un point de distribution de zone. Je sais plus dans le schéma que j'avais avant comment, s'il avait aussi appelé comme ça, il avait peut-être appelé point, c'était quoi le terme, point d'éclatement de zone. Bon là ici sur la fibre il parlait de point de distribution de zone, mais ça va être un des endroits où on va pouvoir installer les fameux coupleurs pour par exemple faire du 1 vers 8 ou 1 vers 4, 1 vers 32 en fonction de comment l'infra est faite. Et c'est ce genre de boîtiers qui vont être dans des chambres souterraines, des boîtiers d'épissurage où on va en fait pouvoir venir faire des soudures et venir installer les coupleurs. Et ça ressemble à ça. Voilà, donc on a des petites cassettes avec des fibres qui sont lovées, donc qui sont enroulées pour avoir du mou, avoir du rab au cas où on doit refaire une soudure. Et après on peut venir dans ces cassettes aussi installer soit juste des soudures, soit des coupleurs aussi pour faire du 1 vers 2, 1 vers 4, 1 vers 8, 1 vers ce que vous voulez avec les coupleurs. Et on arrive à des... Alors moi j'ai quelques photos, mais celui-là il est un petit peu vide, je vais pas vous mentir. Donc là on arrive au niveau du point de mutualisation de zone ou du point de mutualisation de rue avec une armoire de rue, du coup. Ça c'est généralement quelque chose qu'on va avoir en zone moins dense pour du résidentiel, mais aussi en zone très dense pour des petits immeubles ou des maisons. Je crois que pour les immeubles, c'est les immeubles de moins de 12 logements où c'est pas forcément intéressant d'avoir un point de mutualisation d'immeuble au sous-sol de l'immeuble. Donc là on va potentiellement foutre l'immeuble sur un PMZ pour éviter d'avoir une grosse infra, un gros point de mutualisation dans un immeuble pour seulement 12 personnes, c'est un peu ridicule. Donc voilà, ça c'est un point de mutualisation de zone. Donc c'est en fait c'est pas vraiment comme le sous-répartiteur ADSL, mais physiquement dans la rue ça va ressembler, ça va être le même type d'armoire, sauf que là en fait l'intérêt c'est que c'est bien un point de mutualisation. L'intérêt c'est que toute cette zone ici, ça va être les clients qui arrivent, tout est pré-câblé vers les logements, donc ça va aller vers les clients, et après sur la partie gauche ici on va pouvoir avoir les opérateurs qui vont venir faire venir leurs fibres, leurs arbres PON, et via des jarretières en fait on peut faire le raccord d'un client
Si on fait ça bien, il y a des règles pour le passage des câbles, mais j'en souviens plus. Et on va aller vers le bloc opérateur qui va bien. Donc si ici il y avait un bloc opérateur free au hasard, et bien via un petit coup de jarretierage, bim bam boum, on raccorde le client sur le réseau de free. Et si après le client un jour il change, c'est juste une question de changer la jarretière, quoi. Et c'est assez simple au final, une fois que la prise optique elle est installée chez le client. Donc ça c'est le principe des points de mutualisation de zone et de rue. Ouais, effectivement, là il est un peu plus rempli. Ça vous donne une idée d'un point de mutualisation. Donc là on voit qu'il y a SFR et Bouygues. Et en haut ça doit être Orange. Et en plus il est pas trop mal câblé. Et on a les clients à droite. Avec un module de stockage. Stockage. Voilà. Et là on a les différents raccords qui sont faits. Et alors ça dépend combien d'ARPON arrivent. Mais là, potentiellement, tous ces clients peuvent être sur une seule fibre optique qui va vers l'opérateur, en fait. C'est ça la puissance aussi du modèle en arbre avec le PON. Les points de mutualisation d'immeubles. Donc là, en fait, on retrouve un peu le même principe que le point de mutualisation de zone ou que le point de mutualisation de rue. On va en fait avoir un module, des modules clients, donc les fibres qui vont arriver depuis les logements, et des modules pour les opérateurs. Mais en gros, le principe est le même que dans le point de mutualisation de rue, c'est qu'on va en fait avoir des prises qui arrivent depuis les clients. Et ici, on a juste à tirer une petite jarretière. Donc, par exemple, si on veut se raccorder chez SFR, le technicien il doit raccorder une jarretière du module client, donc la bonne prise, jusqu'au module opérateur. Et là, après, les fibres qui sortent ici et qui vont vers la rue, bah, chaque opérateur doit amener sa fibre jusqu'au point de mutualisation. Et ça, c'est ce qui est effectué dans les zones très denses. Chaque opérateur arrive jusqu'au point de mutualisation immeuble pour amener sa fibre et pour faire les raccordements de clients. Et ça, ce type d'infra, c'est très intéressant dans les zones très denses où il y a vraiment beaucoup de monde dans les immeubles. Avantage, inconvénient de la fibre. Les débits élevés, évidemment, c'est le gros point fort. Même si avec le coaxial, la fibre à terminaison coaxiale, on peut avoir le gigabit seconde, comme je disais, mais là, l'intérêt de la fibre, c'est qu'on peut aller encore plus loin, puisque Free, par exemple, avec le 10G pont, fait 8 gigabits par seconde avec sa Delta, Freebox Delta. Orange, ils font du 2.5 gigabits partagé maintenant, et on a généralement du gigabit par seconde, sauf sur des offres où commercialement, les débits sont limités, comme par exemple Soch, où c'est 300 mégas. Et du coup, c'est un peu moins cher. L'intérêt de la fibre, c'est que c'est évolutif une fois déployé. Parce que comme le réseau est passif, tu changes les équipements de bout en bout et tu peux avoir des montants des business qu'a fait Free. Ils ont changé les OLT, ils ont changé les ONT côté client, donc la terminaison côté client, donc la box quoi. Et bim, on peut passer d'un gigabit à 8 gigabits et c'est en un claquant des doigts quoi. C'est insensible aux perturbations électromagnétiques, donc c'est le gros problème du cuivre justement. Là il n'y a pas ce problème là, il y a de l'atténuation sur la distance, mais c'est beaucoup moins problématique que toute la partie perturbation. Vu qu'il n'y a pas ces perturbations, bah, on peut avoir des très bonnes latences entre le NRO et les clients, puisqu'il n'y a pas de problème de correction d'erreurs complexes à mettre en place et qui nécessitent de la mise en tampon, genre de conneries. Alors, il y a quand même des inconvénients à la fibre, c'est au FTTH, donc la fibre jusqu'à l'abonné, c'est que souvent c'est un nouveau réseau qui doit être déployé, et du coup, ben, forcément, c'est un petit frein. C'est un petit frein dans les zones où c'est moins rentable pour les opérateurs. C'est pour ça qu'il y a des réseaux d'initiative publique. C'est pour ça qu'il y a des zones AM2I. C'est pour ça qu'il y a de la mutualisation qui est faite sur des plus longues distances. Des fois, juste depuis le NRO, il y a de la mutualisation qui est faite pour mutualiser les coûts et éviter que chaque opérateur déploie son réseau. Donc, il y a maintenant des solutions qui existent pour limiter les coûts et accélérer le déploiement, mais ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place et ça reste quand même encore un nouveau réseau à déployer, donc ça reste quelque chose qui coûte cher, mais les opérateurs investissent quand même pas mal là-dedans. Donc du coup ça va avec forcément la couverture, c'est un des gros problèmes. C'est qu'il y a encore peu de zones qui sont couvertes. Et justement c'est une excellente transition avec les outils pratiques pour tester son éligibilité et voir justement où est-ce qu'on a des bons débits ou pas, et l'étendue du passage à la fibre avec quelques outils. Ma connexion internet.arcep.fr, où vous avez en fait une carte qui va permettre d'avoir une idée des débits que vous allez pouvoir avoir. Vous pouvez en fait aller dans une zone
et voir en fait quel type de débit vous pourrez avoir. Donc là il y a la légende en bas à droite. Donc là on peut voir qu'il y a des zones qui vont être un peu plus proches du central téléphonique. Donc je vais pouvoir même zoomer et cliquer sur une adresse. Et il y a effectivement des zones où c'est incroyable, on peut avoir 20 mégabits par seconde. Ah non, jusqu'à 100 mégabits par seconde chez Bouygues grâce au VDSL et chez Orange aussi. Mais Free SFR ne semble pas avoir du VDSL. Donc ça permet d'avoir par adresse et par zone une idée du type de débit qu'on peut avoir. On va vite voir des zones en jaune. Soit les zones en jaune c'est des zones fibrées. Après si on clique sur une adresse, on peut voir que là en fait effectivement il y a... Ça semble être Canet, c'est un RIP, donc c'est un réseau d'initiative publique si je raconte pas de conneries. Donc là il y a un réseau d'initiative publique donc on peut avoir de la fibre. Et en fait cette carte elle est giga bien foutue parce que ça permet de voir déjà qu'il y a encore beaucoup de zones qui sont en bleu-vert, et bleu-vert c'est vraiment du gros débit de merde, mais qu'il y a un petit peu de jaune quand même. Jaune c'est la fibre, hein. Fibre ou câble coaxial en DOCSIS 3 dont on parlait avant, donc avec de l'infra un peu récente qui permet d'avoir le gigabit. Et on voit que à Paris il y a quand même encore des petites zones où c'est pas fibré. Qu'est-ce que je vous ai mis aussi? La carte fibre, il y a cartefibre.arcep.fr. Il y a les cartes de couverture des opérateurs qui peuvent aussi permettre d'avoir une idée pour la fibre ou le cuivre. Et ça permet d'avoir des cartes un peu plus récentes que ce que fait ma connexion internet. Il y a le site de SFR pour le coaxial, puisque effectivement comme on le disait, il n'y a que SFR qui propose des offres en coaxial, donc de la fibre avec terminaison coaxiale. Et donc le site de SFR au niveau de l'éligibilité va vous permettre de savoir si vous aurez du 30, 100 mégas ou 1 gigabit par seconde. Et il y a le site des opérateurs aussi pour la DSL, même si c'est plus judicieux de passer par ma connexion internet parce que il fait une bonne estimation aussi des débits. Mais on peut refaire par précaution un test sur le site des opérateurs pour voir ce que eux ils estiment en termes de débit. Et ben on a fait le tour. On a fait le tour. Je pensais pas que ça allait durer 3 heures en fait. Mais il y a eu des questions très intéressantes. Incroyable. Je pensais pas qu'on pourrait aller autant dans le détail, mais il y avait des gens très chauds en réseau aussi et ça fait plaisir. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Si vous avez des questions, c'est le moment.